Ah mais moi je vous retrouve carrément en pyjama avec Sophie qui est... Pardon, vous la voyez pas. Qui est-ce que vous la voyez? Là-bas à la table. On a fait des folies ce soir. Raconte-nous Sophie ce que t'as fait. Alors en 5 minutes, j'ai réussi à dégoter sur la billetterie le dernier Wes Anderson et également L'Agent Secret. Et en fait, L'Agent Secret, pour vous mettre en contexte, c'est genre le film là qui est passé ce soir à Cannes, donc ce soir dimanche en l'occurrence, et qui a fait beaucoup de bruit. Vraiment, les gens sont en mode c'est exceptionnel. Et moi, du coup, je l'avais pas pris. Et là, j'ai réussi à avoir une séance au Grand Théâtre Lumière pour le rattrapage. Donc tant pis, je vais sauter les séances que j'avais prévues pour aller le voir. Je suis trop contente. Avec Sophie, Astérix. Avec Sophie qui sera présente donc. Je vous reprends en ce premier jour de vlog du coup, enfin ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 20, c'est ça? Nous sommes le lundi 20 et en fait on a... 19? Non, 19 c'était hier je crois. Lundi 19 mai. Pas punaise, je suis totalement perdue, je suis navrée. Lundi 19 mai. Et en fait, on a réussi donc à accéder à la billetterie. Et je pense qu'il y a dû avoir un bug général où les gens étaient épuisés. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'était la folie. Toutes les séances que j'avais pu manquer, qui m'intéressaient, je les ai eues. Le Kirill Serebrennikov que je voulais absolument. La séance de gala de Fiori. Donc on ressort la robe de soirée. De toute façon, vous le verrez un peu plus tard dans le vlog. Et là, concernant ce matin, avec Sophie, on a le même programme. On va voir The Phoenician Scheme donc de Wes Anderson au Grand Théâtre Lumière. Et puis ensuite, on enchaîne avec L'Agent Secret qui apparemment est en lice pour la Palme d'Or, mais qui est un très bon concurrent de ce qu'on a pu lire. Donc très impatiente. Et également, puisque demain matin, nous allons voir ensemble également Alpha de Julia Ducournau. Ce qui est absolument fabuleux parce que moi, ma séance normalement était ce soir de 22h à minuit. C'était la séance presse en l'occurrence. Et physiquement, je pense que j'aurais pas pu. Cet après-midi d'ailleurs, je fais rien sur la croisette, je vous le dis, parce que j'ai un entretien pour une école de journalisme, pour un potentiel master en journalisme culturel. Donc voilà, pour ça, cet après-midi, il n'y a rien. De retour avec Sophie qui se filme aussi. Sur le red carpet là, Exactement. Le tapis rouge, excusez-nous. Ah, elle est trop mignonne. Elle est trop belle. Il est temps pour moi de vous faire un tour sur The Phoenician Scheme et puis L'Agent Secret. Wes Anderson fait toujours la même chose. Voilà ce que disent ses détracteurs et il faut bien l'avouer, son nouveau film The Phoenician Scheme risque de leur donner raison. On y suit Jar Jar Corda, un homme d'affaires ambitieux qui veut lancer un nouveau projet. Pour ça, il a besoin du soutien de ses actionnaires. Il se lance donc dans un périple pour aller les convaincre un par un. Sauf que les incidents vont se multiplier, ce qui va les rendre bien plus frileux à investir. Bon, on est en 2025, plus besoin de dire à quel point les films de Wes Anderson sont visuellement léchés, que ça soit la symétrie des plans, la colorimétrie pastel ou bien encore les décors exotiques. Mais il y a quand même une différence avec ses précédents films. C'est qu'après Asteroid City et The French Dispatch, Wes Anderson quitte la forme libre pour en revenir à quelque chose de beaucoup plus consensuel, de beaucoup plus linéaire en soi, ce qui ravira ceux qui ont pu délaisser ses précédents films. The Phoenician Scheme, il marque aussi l'arrivée d'une actrice dans son cinéma que l'on retiendra particulièrement, la jeune Mia Stapleton en nonne qui renonce à ses vœux. C'est la fille de Jar Jar Corda qui fait basculer le film dans un registre beaucoup plus intime à travers des retrouvailles familiales aussi drôles que touchantes. On rit, on s'émeut, on en prend plein la vue. Oui, on peut en quelque sorte dire que c'est le retour du Wes Anderson qu'on aime tant. Concernant L'Agent Secret, alors ça c'est la séance, vous l'avez vu, on était surexcités avec Sophie parce qu'en fait il y a eu d'immenses retours, vraiment les gens étaient fans à la sortie de la séance, donc nous on est allés en étant très excités et en fait le film fait 2h30. Alors on a un peu dormi quand même pendant le long métrage, je vous avoue, mais c'est vrai que on pourrait vraiment lui amputer, je pense, une bonne trentaine de minutes, réellement. L'Agent Secret, c'est une histoire de personnage qui a plusieurs noms. On le connaît comme Marcello. En fait, on suit vraiment ce personnage insaisissable dans le Brésil. On est dans les années 70 à peu près, 77 même il me semble. Donc qui s'appelle tantôt Armando, tantôt Marcello. Et c'est un personnage au passé trouble, qui a une quarantaine d'années. C'est un héros aussi attachant que troublant. En fait, on ne saura jamais réellement pourquoi est-ce qu'il fuit. D'ailleurs, le titre L'Agent Secret porte un peu à confusion parce que ce personnage-là n'est pas un agent secret. C'est-à-dire qu'il est traqué, il se cache comme un agent secret, mais en fait, ça n'en est pas un. Et c'est vrai que pendant tout le film, on sait qu'il est traqué, on sait que des gens veulent sa mort, mais en fait, on ne sait pas pourquoi, on sait juste qu'il doit se cacher. Donc, on suit vraiment cette traque-là pendant 2h30 et le film est divisé en 3 segments. Et 3 segments, évidemment, qui sont dans la prolongation à l'intrigue principale. C'est pas genre des segments séparés à la manière d'une anthologie. Mais moi, je suis très embêtée quand même parce que le second segment est vraiment long et en fait ne fait pas réellement avancer l'histoire. Il y a toute une sous-intrigue en lien avec une jambe.
je vous en dirai pas plus, qui donne lieu à une scène hilarante contre Wagner Moura, qu'on avait déjà vu dans Civil War et dans Narcos, est exceptionnel, réellement. Je vous le disais, c'est un personnage qui est très attachant en fait, mais en même temps insaisissable. On ne sait pas pourquoi il est là, on ne le saura pas, simplement on le suit dans sa traque et on s'attache réellement à lui. Mais c'est vrai que un prix d'interprétation masculin ne serait pas surprenant. Mais de rien, avec plaisir. Je propose à Sophie des cartons de vitamines parce qu'il est 6h45 et c'est un peu dur. On est donc mardi 20 mai, on est à une semaine de festival, les cernes sont là, il n'y a plus de maquillage, c'est fini, là je vais juste au festival voir des films. En termes de programme, ce matin, on va à 8h30 voir Alpha de Julia Ducournau, puis à 11h45 de Les Aigles de la République de Tariq Saleh, qui est l'une de mes grosses attentes du festival. Et puis à 19h, j'ai la séance de l'inspiration de Joseph Mengele de Kirill Serebrennikov, qui est vraiment l'un de mes réals préférés. On ne sait pas s'il sera présent, c'est un peu flou. En tout cas, je veux absolument voir le film dans sa première mondiale. My emotions in a healthy manner. Je peux pas aller tout devant, genre devant c'est pas trop. And just become the right person that actually matters. Every day I drive my car to my little job. Le film qui était en compétition, La fièvre de Petrovsky, la femme de Tchaïkovski, et puis l'an dernier, la balade de Limonov. On voit aussi que, en plus de ses activités de metteur en scène de théâtre, on est On se retrouve donc le mercredi 21 mai en l'occurrence. Bon là, ça se voit à ma tête, c'est vraiment dur. Je pense vous ferez un bilan de ce Cannes, mais c'est vrai que rester 2 semaines en étant toute seule pour écrire, etc. Parce que je gère vraiment toute seule le blog, les articles, la couverture cannoise, c'est vrai que c'est très épuisant. Je vais pas vous faire un retour directement sur les films, je pense que je vais attendre un peu parce que hier soir je suis rentrée tard du Kirill Serebrennikov et j'ai pas eu le temps et honnêtement j'étais claquée donc j'ai décidé de me coucher. En tout cas là, le programme du jour c'est qu'à 8h30 je vais voir Vie privée de Rebecca Zlotowski qui était donc en hors compétition. Ensuite je vais voir Un simple accident de Jafar Panahi qui est en compète et ce soir j'ai chopé les 2 séances de gala de History of Sound avec Paul Mescal et Josh O'Connor et puis ensuite le Joachim Trier qui est Sentimental Value qui se termine à minuit 40 donc je vais voir selon l'état de fatigue de la journée si je fais ou non. So pretty, and no one's sending postcards from the city. I've been walking downtown every day. Despite of this, I always try to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. Bonjour à toutes et à tous, Carla Simone. Je suis passée me prendre un McDo parce que là j'ai vraiment la flemme de me prendre quelque chose de convenable, de me faire à manger ou quoi que ce soit. Alors c'est vrai que je vais vous parler des films un peu en vrac parce que là le dernier que j'ai vu c'était History of Sound qui m'embête par son classicisme. Donc ce film raconte l'histoire de Paul Mescal et Josh O'Connor, leurs personnages en tout cas, qui sont de grands mélomanes en fait et qui décident de parcourir les États-Unis pour collecter des musiques folk en fait de différentes contrées. Donc voilà, et en parallèle, il y a une romance entre les deux.
Et moi, ce qui m'embête, c'est que c'est l'adaptation d'une nouvelle et que le côté adaptation se voit vraiment. C'est-à-dire que tu sens que Oliver Hermanus, qui est le réalisateur, il a vraiment tout mis sur l'adaptation. Il a vraiment concentré tous ses efforts sur l'idée d'être fidèle, en tout cas de respecter au mieux le texte original. Et donc la réalisation reste très classique. C'est souvent le problème qu'on a dans les biopics aussi. C'est vrai que les biopics souvent ne font pas vraiment d'écart en termes de réal. Là, c'est pareil. On est sur un film où, c'est assez lisse en termes de narration. C'est très convenu, ça suit son cours, il n'y a pas réellement d'éléments de surprise, j'ai envie de vous dire, ce qui fait que l'émotion tente à manquer, hormis dans la fin qui est mélodramatique mais qui fonctionne vraiment, les gens pleuraient à la fin, donc le final est vraiment efficace. On est sur... Ouais, en fait ça me rappelle vraiment ces biopics là qui sont assez lambda, tu regardes juste pour l'histoire puis tu oublies très rapidement derrière et qui sont surtout portés par des performances d'acteurs, ici par Paul Mescal. Autre film que j'ai vu aujourd'hui, c'est Romeria, qui est l'histoire de la petite Marina. Marina, en fait, elle va rentrer en études supérieures et afin d'obtenir une bourse, elle doit prouver son identité, prouver qu'elle est bien la fille de son père. Le problème, c'est que son père, il est décédé il y a des années, tout comme sa mère. Et donc, elle va aller à la rencontre de sa famille, pas sa famille adoptive, mais du coup vraiment sa famille biologique, pour justement tenter d'éclaircir un peu tout ça. Et c'est un très beau film, je trouvais ça très doux en fait. Je sais que le rythme risque d'ennuyer, d'ailleurs beaucoup de personnes ont trouvé ça un peu soporifique et ont dormi devant. Mais moi au contraire ça m'a beaucoup touchée parce qu'on est vraiment sur une succession de scènes de vie. C'est très beau visuellement, comme ça veut, voilà, c'est un souvenir de famille. Marina elle utilise beaucoup un caméscope pour filmer en fait avec vraiment l'usage de la pellicule, ce qui fait qu'il y a un grain à l'image qui est très appréciable d'un point de vue visuel. Sinon on est vraiment sur un récit qui moi m'a touchée, c'est une histoire de famille, de non-dits, de secrets qui sont gardés et surtout c'est une histoire qui s'inscrit dans les années SIDA et vous allez le voir, c'est assez intéressant parce qu'on va parler un peu plus tard, je vais vous faire un tour sur Alpha et c'est quand même intriguant qu'il y ait 2 films en compétition qui évoquent les années SIDA. Romeria, ma seule limite comme avec ce film, c'est justement le dernier quart du film qui s'attaque à ces années SIDA et qui, on part dans quelque chose de très hippie. Alors il y a une scène qui est absolument somptueuse qui montre vraiment les ravages de la maladie, des accidents et des overdoses et c'est une scène qui est sublime et qui vraiment moi je pense va me hanter pendant très longtemps, mais globalement je trouve que c'est vraiment réussi Romeria. Et enfin je vais vous parler du film que j'ai vu ce matin qui est Un simple accident de Jafar Panahi, qui est vraiment l'un des films qui est le plus haut dans le palmomètre en fait. Et réellement en fait on y suit plusieurs personnages, une bande un peu déjantée, assez improbable de personnes qui ont été toutes victimes en fait, du régime iranien. Je pense que j'ai pas besoin de faire la politique iranienne. On est sur une dictature qui torture en fait ses opposants. Et donc toutes ces personnes elles ont été torturées par la Guibole en l'occurrence. Donc c'est un homme qui avait une prothèse dont le bruit est reconnaissable entre 1000. Je le dis parce que c'est un élément qui va être utilisé à plusieurs reprises dans le film et qui est quand même assez mémorable. Enfin moi vraiment cette scène-là me hante encore ce soir. Et donc tous ces personnages elles ont été torturées par cet homme, sauf que vous savez dans ce genre de régime quand les gens sont torturés c'est fait avec les yeux bandés, donc ils n'ont pas réellement l'identité, ils savent pas à quoi ressemble cette personne. Tout ce qu'ils savent c'est qu'elle avait cette fameuse jambe, cette prothèse. L'un d'entre eux va kidnapper un homme qui ressemble à la Guibole et donc va garder cet homme qui est supposé être la Guibole dans son camion, sauf que rien n'est sûr en fait. On ne sait pas s'il s'agit réellement de je fais un petit merci à la voiture. On ne sait pas s'il s'agit réellement de la Guibole ou non, quoi. Et donc tout le film c'est ça, c'est justement ces personnes qui vont un peu partir, je dirais pas road trip parce qu'ils passent pas énormément de temps sur la route, mais en tout cas vraiment qui vont vivre un périple ensemble en fait. Ces personnes qui n'ont rien en commun à la base, qui sont tous un peu loufoques. Le seul point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles ont donc été torturées par le régime iranien. C'est un film qui a un vrai tempo comique, en fait, on rit beaucoup et ça dénonce une situation qui est très grave. Il y a en plus toute la dimension derrière, parce que Jafar Panahi, il a été enfermé en fait par le régime. Donc voilà, le film est très bien placé pour le palmomètre et ça m'étonnerait vraiment pas qu'il l'obtienne. Ok, donc nous sommes l'avant-dernier jour de festival, donc le jeudi 22. Jeudi 22 mai, je suis toute seule, Sophie est partie et vous le voyez à cette fraîcheur absolue, j'ai pu dormir cette nuit. En fait, donc j'ai dormi 9h, 8h30, 9h, ce qui est absolument fabuleux. J'avais annulé mes séances du matin parce qu'en fait c'était des rattrapages de films que j'avais déjà vus pendant le festival. Donc j'ai vraiment pu dormir, là il est à peine midi
et j'ai encore pas mal de temps devant moi. En termes de programme de la journée, c'est que des séances au Grand Théâtre Lumière et que des séances avec équipe. J'ai donc Woman and Child de Saïd Roustaé à 15h30. Ensuite, j'ai la séance de gala de La Venue de l'Avenir de Cédric Clapiche avec un beau casting français, dont Vasily Schneider, Vincent McCain ou bien encore Paul Kircher. Et puis j'ai le gala du Bigan et je suis tellement heureuse parce que c'est l'un des films que j'attends le plus, voire le film que j'attends le plus de fin de festival. Donc je suis trop heureuse de terminer là-dessus, même si la séance s'achève à 1h du matin. Ça va être un peu rude. Pour moi, c'est aussi l'occasion de faire des retours sur les films que j'ai pu voir, mais dont j'ai pas pu parler jusqu'à présent. Il y en a 4 en l'occurrence. Il y a Vie privée de Rebecca Zlotowski, La disparition de Joseph Mengele de Kirill Serebrennikov, on doit parler d'Alpha de Julia Ducournau, ainsi que Des Aigles de la République de Tariq Saleh. Commençons par Vie privée de Rebecca Zlotowski, qui suit Jodie Foster, qui parle français, on le savait, mais là qu'il parle merveilleusement bien. Elle joue une psychiatre, Lilia Steiner en l'occurrence, dont l'une de ses patientes meurt. Et en fait, Liliane, elle ne se sent pas très bien après la mort de cette patiente, et surtout, elle est persuadée que cette patiente a été assassinée. Et donc, elle va mener l'enquête, épaulée par son mari, incarné par Daniel Auteuil. C'est un duo qui fonctionne vraiment bien, vraiment. J'aurais pas misé sur ces deux-là, mais il y a une telle alchimie, c'est fou, vraiment. Les deux fonctionnent. Mais il y a une dynamique comique, en fait, entre sensualité, affection, attachement, et tout simplement amusement aussi. On sent qu'ils prennent beaucoup de plaisir à être l'un avec l'autre, ces deux personnages. Et non, c'est un film c'est une petite enquête, ça dure 1h50, il est question de sexualité, d'homosexualité aussi, et c'est fun. J'ai pas grand chose à dire, franchement c'est une séance agréable à 8h30 du matin pour commencer. C'est du Rebecca Zlotowski tout craché, quoi. C'est mignon, on s'amuse, il y a un peu de sentiment. Franchement, c'est tout ce que je demandais de ce film. Évidemment, on va parler des Aigles de la République, de Tariq Saleh, que j'attendais énormément, parce que Tariq Saleh, il a notamment fait La Conspiration du Caire, et de façon générale, la trilogie du Caire, donc il y a une trilogie de films qui dénonce les abus de pouvoir, la dictature en fait égyptienne en l'occurrence. Donc tous les films se passent au Caire. On a eu Le Caire confidentiel, La Conspiration du Caire et donc là Les Aigles de la République qui joue un acteur qui s'appelle Georges Famy. Je l'ai en tête, c'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Souvent quand on fait des résumés, on oublie un peu les personnages. Quand après avoir vu des films, on oublie leur nom. Georges Famy, je sens que celui-là, il va rester avec moi assez longtemps. C'est un acteur qui est le pharaon du cinéma égyptien. Réellement, il est surnommé le pharaon. Il est joué donc par Fares Fares. Et cet acteur, il a des positions contre le régime. Et donc, il va être contraint de jouer, il va devoir accepter sous la contrainte de jouer dans un film de propagande où il va jouer le président. Alors, Tariq Saleh, c'est un film... Enfin, ces films en général, vraiment, sont des films qui dénoncent la dictature égyptienne. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la façon avec laquelle ils confondent des personnages qui n'ont vraiment rien à voir avec le régime, mais qui se trouvent dans des affaires, qui se trouvent plongés dans des histoires qui les dépassent en fait. Georges Famy, c'est ça, c'est un acteur qui est nonchalant, qui est un peu imbu de lui-même quand même. En fait, on s'y attache profondément parce que c'est un personnage qui est très humain. Et c'est ça chez Tariq Saleh, ce sont des personnages humains qu'on affectionne, qui nous restent en tête à l'issue des films et qui se retrouvent dans des situations juste chaotiques qui vont bouleverser leur vie à tout jamais. La Conspiration du Caire, c'était ça avec un jeune étudiant dans un milieu religieux. Là, c'est Georges Famy au niveau gouvernemental, quoi. Donc non, j'ai vraiment adoré ce film, même si j'ai quelques regrets concernant les personnages féminins, notamment le personnage de Lina Koudry qui fait vraiment office de faire valoir, quoi. Elle sert vraiment pas à grand chose. C'est l'amoureuse finalement de Georges Famy. Hormis apporter un peu de densité à son personnage, elle n'est pas très très utile. Mais autrement, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, même si pour un film qui déroule en Égypte, je trouve qu'on le voit pas tant que ça. En fait, la ville n'est pas tant que ça mis en avant. Alors, si tout on est dans un autre pays, en l'occurrence, que Tariq Saleh a quelques problèmes avec le gouvernement égyptien, au vu de ses positions. Mais c'est vrai que, franchement, vous auriez pu le transposer dans n'importe quel pays, il n'y aurait pas eu de problème, quoi. Là, c'est en Égypte, mais en soi, vous auriez pu le mettre n'importe où. Voilà, on y aurait cru. Un personnage qui justement est aussi confronté au régime, mais alors là, dans une toute autre mesure, parce que là, on est sur un vilain... high level, c'est Kirill Serebrennikov, donc qui était à Cannes Première en l'occurrence pour présenter La disparition de Joseph Mengele, qui suit Joseph Mengele, l'ange de la mort à Auschwitz, cet homme qui a mené de nombreuses opérations en fait sur les juifs enfermés à Auschwitz, et donc on le suit dans sa cavale les années qui suivent la fin de la guerre, donc sa cavale en Amérique latine, en l'occurrence c'est vraiment là-bas qu'il s'est réfugié. Alors c'est vrai que c'est un film qui est en noir et blanc pour le coup, et la seule séquence en couleur se déroule à Auschwitz dans une salle qui est absolument glaçante, réellement. Un noir et blanc qui, à mes yeux, c'est vrai que me semblait pas forcément justifié, mais quand on voit justement la
la force que ça donne à cette séquence au camp de concentration, je trouve que finalement ce noir et blanc est bien choisi. C'est un film qui est un peu long, il fait 2h10, 2h20 il me semble, et c'est vrai que je pense qu'on aurait pu l'amputer d'un quart d'heure, voire 20 minutes pour quand même que ça soit un peu plus fluide, mais c'est vrai que c'est ces nazis qui, en fait, jusqu'à la fin de leur vie finalement, seront persuadés qu'ils ont eu raison. Voilà. Il y a notamment un mariage qui se transforme en meeting de nazis avec la croix gammée sur le gâteau, bref. De toute façon, je pense que, voilà, quel que soit le film, quand des nazis sont impliqués, je trouve que c'est toujours glaçant. Là, ça l'est encore plus, parce qu'on a vraiment ces personnages qui campent sur leur position. Et finalement, c'est pas tant quand il a du pouvoir qu'il est effrayant, mais bel et bien quand il est pathétique, quand il est misérable dans sa vieillesse. C'est peut-être là, ouais, que ce personnage-là nous effraie le plus. Et enfin, dernier film dont je vais vous parler, c'est Alpha de Julia Ducournau, qui était beaucoup attendu, qui fait débat. Beaucoup de monde ne l'ont pas aimé. Nous, avec Sophie, on a vraiment apprécié le film. En fait, c'est une relecture des années SIDA par Julia Ducournau. Ça se passe dans les années 80 et il y a une maladie fictive qui frappe les personnes. En fait, cette maladie, elle se transmet par le sang et les premiers visés sont les toxicomanes et les homosexuels. Alors, vous voyez, le parallèle est assez évident. En sachant que cette maladie a une particularité, c'est qu'elle transforme les gens en statues de marbre, une trouvaille visuelle absolument magnifique. Et donc notre protagoniste, c'est la jeune Alpha, qui revient d'une soirée un peu arrosée avec un tatouage fait à l'arrache. Sauf que voilà, sa mère s'inquiète, est-ce que l'aiguille était stérile ou non ? Voilà le point de départ du long métrage. C'est un film donc, qui se veut être une allégorie des années SIDA. En fait, Julia Ducournau, qui a été très marquée par ces années-là, convoque vraiment l'imaginaire de toute une génération pour évoquer une autre, pour évoquer la génération Alpha, donc née en ces années 2012 en l'occurrence à 2020, donc génération sacrifiée qui a connu ce confinement, un peu comme la génération sacrifiée des années SIDA. Donc c'est tout un parallèle qui est établi, et puis c'est aussi l'occasion d'évoquer le lien filial, en fait, la famille tout simplement, et l'amour toxique, puisque dans tout ça, il y a aussi le frère, interprété par Tahar qui est absolument méconnaissable, qui a perdu 20 kilos pour ce rôle en toxicomane, justement junkie, qui est infecté par la maladie, et sa sœur qui l'aime. Sa sœur, donc Golshifteh Farahani, l'aime tellement qu'elle est prête à tout pour le sauver. Et c'est aussi une façon d'aborder, alors en filigrane, c'est vraiment pas très élaboré, mais notamment la question de l'acharnement thérapeutique. C'est un film qui se déroule sur 2 temporalités. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à le saisir. Je pense que voilà, mon cerveau était un peu grillé avec la fatigue du festival. Là, ça y est, le fait d'avoir dormi, j'ai plus retrouvé mes esprits. Je pense que ça se voit à mon teint et mes yeux qui sont beaucoup plus frais. Mais c'est vrai qu'au moment où je l'ai vu, j'ai mis un peu de temps à saisir quand même sur 2 temporalités différentes, même si les cheveux de Golshifteh Farahani donnent des indices, ainsi que la colorimétrie. Mais franchement, 8h30 en 2e semaine de festival, c'était un peu trop laborieux pour moi. Et c'est vrai que c'est un film qui vraiment mérite d'être regardé une 2e fois, parce que je sens qu'il y a encore plusieurs sens que j'ai pas forcément saisis, et notamment toute la question de la double temporalité. Je pense que j'aurais bien aimé savoir ça en amont pour justement voir le film différemment. Donc en soi c'est évident, je veux dire, quand j'y pense, littéralement t'as un changement de couleur, t'as les cheveux qui sont différents, je veux dire c'est annoncé dès le début, mais juste j'étais fatiguée, je l'ai pas saisi quoi. Donc j'aimerais bien le revoir pour justement pouvoir comprendre tout ça. Qui est très fun à Cannes aussi, c'est à quel point tout s'enchaîne en fait. Littéralement, j'ai sorti ma séance de Ciel Stay. J'ai été directement après la venue de l'avenir, et là je sors de la venue de l'avenir. J'ai 20 minutes pour aller prendre un truc à manger. Donc j'ai vraiment acheté genre un paquet de manettes dans un distributeur automatique, et puis let's go pour le Bigan.
Alors, il est 1h30 du matin, je viens de rentrer, là il me reste quelques centaines de mètres à faire pour atteindre mon logement, donc c'est l'occasion pour moi de vous parler du Bigan très rapidement. En fait, là je vous prends vraiment à chaud, je sors de la séance. J'ai beaucoup de mal à le digérer, ce film, probablement parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que moi j'ai vu ces images absolument somptueuses, notamment cette photo de ce personnage, cette silhouette masculine en fait, extrêmement charismatique dans l'obscurité, avec une espèce de fumée derrière. J'ai vu que le synopsis parlait d'immortel et que le film faisait 2h40. Donc j'ai vraiment été en imaginant un récit fantastique, une épopée fantastique sur 2h40, quelque chose de très linéaire en quelque sorte. Et en fait, j'ai vraiment été désarçonnée parce que je sais qu'on dit qu'il ne faut pas avoir d'attente, etc. pour les films, qu'il faut se débarrasser de ça. Mais à Cannes, je veux dire, c'est un festival où littéralement tu n'as aucune information sur les films. Donc tu vas juste avec des idées préconçues, des préjugés sur ce que tu vas voir. Et c'est vrai que là, j'ai été prise au dépourvu, puisque certes, si le premier quart d'heure s'inscrit un peu dans cette dimension fantastique, onirique, à laquelle je pensais, en fait, le film évoque les rêvoleurs. Donc, c'est phantasmers en anglais. En fait, ce sont des personnes qui, voilà, à travers les songes, vivent différentes vies, entre guillemets. Je le simplifie vraiment au maximum, parce que je ne veux pas vous raconter, parce que littéralement le scénario il tient sur une feuille de papier. Et en fait, à partir de ce point de départ là, on suit donc un rêvoleur à travers ses différents rêves en fait. Différents rêves, et donc ils forment différents segments du récit pour un récit d'anthologie en fait. Résurrection, c'est une anthologie. Et c'est vrai que moi j'y étais, je ne savais pas du tout que c'était une anthologie, quoi. Donc j'étais assez désarçonnée que on change comme ça de ton, de registre, d'histoire en fait, d'un bout à l'autre du film. Donc voilà, encore une fois, je vous prends très à chaud. En tout cas, en termes de mise en scène, c'est somptueux, la photographie est somptueuse. Les gens disent que Bigan a terminé le cinéma, et c'est vrai, parce qu'il y a plein d'inspirations évidemment de différents réalisateurs. Mais surtout, il y a ces images absolument magnifiques, presque hypnotiques en fait, avec vraiment des mouvements, des images, des superpositions. Chaque segment rend hommage à un genre du cinéma, puisque le film débute et se termine par le cinématographe d'ailleurs. L'idée c'est vraiment de rendre hommage au cinéma, et je pense qu'on ne peut pas faire plus beau que Résurrection de Bigan. Il n'empêche que moi, je pense que j'ai voulu trop intellectualiser le film en fait, et c'est vrai qu'en essayant de comprendre ce que je regardais, j'ai pas forcément été emportée en fait par le récit, quoi, comme j'aurais dû l'être. Voilà, à trop vouloir cogiter sur ce qui est passé devant moi, je me rends compte que je suis peut-être un peu passée à côté de moi. Je viens de jour à Cannes et vous le voyez, que ce soit capillairement, au niveau de mon visage, rien ne va plus, franchement. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à Paris et de retrouver mon lit et une hygiène de vie et juste prendre des repas à heure normale, enfin bref, juste retrouver une vie normale en quelque sorte. Concernant la journée de ce vendredi, eh bien j'ai montré à 17h30, donc voilà, j'ai prévu qu'une seule séance qui est Love and Trial de Koji Fukada. C'est un film qui a été présenté à Cannes Première hier soir, donc là je prends la séance en rattrapage en l'occurrence, et ça a l'air super. Enfin moi j'avais beaucoup aimé Love Life, son précédent film, et là c'est l'histoire d'une idol, donc d'une chanteuse de pop japonaise en l'occurrence, qui a signé un contrat avec son agence pour ne pas avoir de relation amoureuse, sauf qu'elle va en avoir une, et donc tout le film c'est son procès où elle va tenter de défendre la relation qu'elle a eue. Il faut quand même que je vous parle des 2 films que j'ai vus hier, donc je vous ai fait un point sur le Bigan. C'est vrai que sur Twitter, tout le monde s'est excité en mode c'est le film du siècle, meilleur film de tous les temps. J'ai quand même lu la presse ce matin, c'est un peu plus modéré de ce côté-là, donc ça me rassure. Et c'est surtout que certains ont vraiment trouvé ça un peu long, en même temps 2h45, c'est vrai qu'il se passe pas tant que ça de choses. C'est vrai que visuellement, je vous l'ai dit, c'est une belle épopée, mais le scénario tient sur une ligne, donc bon, je peux comprendre que ce soit plus frileux par rapport à ça. J'ai aussi vu La Venue de l'avenir de Cédric Lapiche, et alors là, je n'y attendais absolument rien, c'est vraiment parce que j'ai eu la séance de gala qu'il fallait m'occuper avant le Bigan, et en fait j'ai adoré. J'ai vraiment aimé, c'est une histoire de famille sur 2 temporalités. En fait, un centre commercial va être construit sur le terrain d'une vieille bâtisse familiale, et donc la communauté de communes va rassembler toute la famille, vraiment toutes les branches de cette famille pour déjà avoir accès à la maison, et puis pour voir est-ce qu'ils vont vendre le terrain ou non, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Et donc cette famille va découvrir leurs aïeuls en visitant cette maison, en sachant qu'en parallèle on va suivre la vie de la dite aïeule dans le passé, donc c'est des années 1900-1920
à peu près. Donc ça se passe à Montmartre notamment. Il y a un très très beau cast français. On a Julia Piaton, Vasily Schneider, Suzanne Lindon, on a aussi Vincent McCain, Paul Kircher, Cécile de France. Bref, on a aussi un caméo de Philippine Leroy-Beaulieu qui joue dans Emily in Paris. Ça m'a trop fait rire de la voir dans le film. Donc voilà, c'était vraiment fun en fait. Je vous avouerai, quand j'ai vu la bande-annonce, ça me semblait un peu alambiqué et finalement le scénario tient très bien la route. Les bascule entre les deux temporalités sont très bien faites, on se perd pas dans les personnages, il y a plein de sous-intrigues, mais ça vient jamais court-circuiter l'intrigue principale. Donc non, franchement ça fonctionne, c'est fun. Si vous cherchez une comédie française un peu sympa à aller voir, bah foncez quoi, foncez parce qu'Avenue de l'Avenir ça vaut vraiment le coup. Et j'ai aussi vu Woman and Child de Saïd Roustahi en l'occurrence. Alors en plus j'étais trop contente parce que j'étais vraiment en orchestre, donc j'étais vraiment juste à côté du réalisateur. C'est un film qui est très très fort, hein. C'est donc l'histoire de cette mère qui a son fils, Woman and Child, hein, mère et son enfant littéralement, et son fils fait des bêtises à l'école, voilà. Sauf que cette mère, elle a 2 travails, elle est très occupée, elle essaie aussi d'avoir sa vie de femme tout simplement, avec une sexualité, avec un potentiel mariage qui arrive. Sauf que c'est très compliqué pour elle de gérer son fils, donc elle délègue un peu la tâche à sa sœur et elle se rend pas forcément compte du malaise dans lequel son fils est plongé. C'est une histoire qui est extrêmement poignante. Là, mais ce film, il te retourne, quoi, il te broie vraiment. La performance de l'actrice principale, dont je n'ai plus le nom, je vous dis que Jennifer Lawrence pourrait avoir un prix, mais elle la dépasse amplement, je trouve. Évidemment, c'est la rage d'une mère, son stoïcisme aussi à certains moments, parce qu'elle est tellement sous le choc qu'en fait, juste elle... Il y a une haine dans ses yeux, il y a une douleur, une tristesse. Elle est impressionnante, réellement. Et ouais, Woman and Child, j'en attendais pas grand chose non plus. Et je réalise, mine de rien, c'est vraiment ces films que tu vas voir en te disant bon, je sais pas trop ce que ça va être, mais allons-y. Que ce sont ces films en général qui sont des coups de cœur. On se retrouve samedi 24 mai, dernier jour de festival. Je suis chez moi à Paris, je suis douchée, j'ai bien dormi. J'ai mon linge qui est lavé, qui est étendu, ma valise est rangée. Bref, c'est bon, là je suis prête pour reprendre ma vie normale, on va dire, au terme de ces 2 semaines cannoises. D'abord, je vais vous parler de Love and Trial de Koji Fukada, qui n'a pas pris la tournure que j'attendais, pour le mieux, puisque c'était l'aspect procès qui était vraiment mis en avant, là où il représente à peine un quart du film. Tout le reste du film, c'est plutôt justement le milieu des idoles, comment ça se passe, les contrats, les fans qui sont principalement masculins et qui s'acharnent vraiment sur ces pauvres jeunes femmes qui doivent être synonymes de perfection, qui ne peuvent pas donc avoir de relations. Ça m'a beaucoup rappelé l'anime Oshinoko, qui moi est l'un de mes animés préférés, donc évidemment que j'ai retrouvé beaucoup de cet animé là-dedans. Non, franchement, j'ai beaucoup apprécié le film. C'est parfois un peu naïf par moments, mais rempli d'espoir en même temps, notamment la fin qui vraiment laisse la porte ouverte vers quelque chose de plus beau, peut-être vers un potentiel changement dans ce milieu. Donc non, franchement, j'ai beaucoup aimé Love and Trial en l'occurrence. Très belle séance pour Final Festival, j'ai envie de vous dire. Après, je vous avouerai que vous l'avez vu, les 2 semaines au festival étaient épuisantes. Encore une fois, comme j'étais toute seule, c'est vrai que je me suis donné une grande charge de travail qui m'était pas imposée. Mon mandateur en chef était très souple, très bienveillant à mon égard. Mais forcément, moi j'ai l'accréditation presse, je voulais montrer ce que j'étais capable de faire. Donc je me suis imposé une pression en fait. Et je sais que si je retourne l'année prochaine avec une accréditation presse, j'irai pour moins longtemps. Peut-être une semaine et quelques. Je me fixerai en amont ce que je veux faire, plutôt que de vouloir tout couvrir les films de la compétition officielle. Je définirai ce que je veux absolument traiter et comme ça permet aussi de voir d'autres films à côté. Et puis surtout, je mettrai moins de pression en fait. Donc soit ça, soit le passe 3 jours. C'est vrai que le passe 3 jours, l'avantage c'est que tu y vas et vraiment tu te fais une boulimie de films. Parce que je vous ai pas dit, l'année dernière j'ai vu 12 films en 3 jours. Là j'ai vu 23 films en 10 jours. Donc pendant les 10-11 jours où je suis restée au festival. Donc je suis quand même plutôt contente de mon score. C'est principalement des films de la compétition officielle. Et c'est vrai que je ressors avec cette frustration aussi de ne pas avoir vu beaucoup de films des sélections parallèles. Et c'est là que je voulais vous annoncer quelque chose, c'est que cette série de vidéos sur Cannes n'est pas terminée, puisque actuellement à Paris il y a une reprise des sélections de Cannes, donc aussi bien de films de la compétition que des sélections parallèles, et donc j'en ai réservé plusieurs. L'Inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier, Urchin d'Aris Dickinson, Pilon d'Harry Lighton, Connemara d'Alex Lutz, autant de films que je voulais absolument pas...
oh le lapsus, autant de films que je voulais absolument voir justement et que je n'ai pas pu parce que j'ai privilégié les conférences de presse ou les films de la compétition. Donc je vais aller voir ces films et j'aimerais bien à l'issue de mes visionnages vous faire une vidéo où je vous parle justement de ces longs métrages que certes j'ai pas vu à Cannes mais qui relèvent quand même du festival de Cannes. Donc voilà, une vidéo dédiée, ça peut être vraiment sympa. Et donc c'est sur cette belle promesse que je vais vous laisser. Un vlog qui est très très long quand même, je m'en excuse. J'espère que vous avez bien aimé suivre ce festival avec moi. Et j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très bientôt.